Chapitre 1. Vous vous sentez isolé au sommet. Quelque chose ne va pas. Les gens de même génération que mon père croyaient que les leaders ne devaient jamais se tenir trop près de ceux qu'ils dirigeaient. J'ai souvent entendu des gens dire « gardez vos distances ». Les bons leaders devaient être un peu au-dessus et à part de ceux et celles qu'ils dirigeaient. Par conséquent, au tout début de mon parcours en tant que leader, je me suis assurée de garder une certaine distance par rapport à ceux dont j'avais la responsabilité. J'ai essayé d'être assez près pour les diriger, mais assez loin pour ne pas subir leur influence. Ce genre d'équilibrisme a tout de suite suscité chez moi des conflits intérieurs. À vrai dire, j'aimais être près des gens que je dirigeais. Bien plus, j'avais la conviction que mon habileté à tisser des liens avec eux était une de mes forces. D'ailleurs, ce sont ces facteurs qui m'ont amené à m'opposer à la directive que j'avais reçue de garder mes distances. Et comme il fallait s'y attendre, quelques mois après que j'eusse accepté mon premier poste de leader, nous avons commencé, ma femme Margaret et moi, à tisser des liens profonds d'amitié avec certaines personnes. Nous aimions notre travail et les membres de l'organisation. Comme bien de leaders en début de carrière, je savais que je n'occuperais pas ce poste éternellement. L'expérience en valait la peine, mais je fus prêt bientôt à relever d'autres défis. Après 3 ans, j'ai donné ma démission pour accepter un poste à Lancaster à Lyon. Je n'oublierai jamais la réaction de la plupart des gens lorsqu'ils ont compris que tout ce que nous avons fait ensemble, plusieurs étaient personnellement affectés par mon départ. Je me rendais compte que cela les blessait. J'en étais vraiment embêtée. Je me suis aussitôt souvenu des mots de mes collègues aînés. Ne sois pas trop près des gens. Au moment d'assumer mon nouveau poste, je me suis promis qu'à l'avenir, j'allais m'assurer de ne pas tenir les gens trop près de moi. Cette fois, c'est personnel. Dans ce deuxième poste, pour la première fois de ma carrière, j'ai eu la possibilité d'embaucher du personnel. Un jour, il s'est présenté un jeune homme dont l'avenir semblait prometteur. Je l'ai embauché et j'ai commencé à m'investir en vue de sa croissance personnelle. J'ai rapidement découvert former des gens et contribuer à leur développement était à la fois une force et un plaisir. Ce jeune collègue et moi faisions tout ensemble. L'un des meilleurs moyens de former des personnes est de leur permettre de vous accompagner pour observer ce que vous faites, de leur fournir l'entraînement nécessaire, de leur permettre d'ici faire la main. C'est ce que nous avions fait. Ce fut ma première expérience de parrainage. Je pensais que tout allait pour le mieux. Puis un jour, j'aperçus qu'il avait trahi ma confiance en dévoilant des informations exclusives dont je lui avais fait part. J'en ai été blessée, non seulement comme leader, mais aussi sur le plan personnel. Je me suis sentie trahie. Il va sans dire que j'ai laissé aller ce jeune homme. Une fois encore, le conseil de mes aînés m'est revenu. Ne sois pas trop intime avec ton personnel. Cette fois, j'avais compris ma leçon. Je me suis à nouveau promis de garder une distance avec ceux qui m'entouraient. J'allais embaucher des employés pour qu'ils remplissent certaines tâches. De mon côté, je ferai mon boulot et nous ne nous trouverons tous ensemble que pour la réception de Noël. J'ai fait en sorte de maintenir cette séparation professionnelle pendant 6 mois. Mais un jour, je me suis rendu compte que le fait de tenir tout le monde à distance constituait une épée à double tranchant. Bonne nouvelle, personne ne pourrait plus me blesser. Mauvaise nouvelle, personne ne pourrait plus m'aider. Ainsi donc, à l'âge de 25 ans, j'ai pris une décision. En tant que leader, j'allais déambuler lentement à travers la foule. Je prendrais le temps et le risque de me rapprocher des gens et de leur laisser m'approcher. Je me suis juré d'aimer les gens avant d'entreprendre de les diriger. À l'occasion, ce choix me rendrait vulnérable et je serais blessée. Toutefois, relation étroite me permettra d'aider les autres et de jouir de leur aide.
Cette décision a changé ma vie et mon leadership. L'isolement n'a rien à voir avec le leadership. Il y a une caricature qui montre un cadre d'entreprise superbement retranché derrière un imposant bureau, se tenant timidement debout. En face du bureau, un homme en tenue de travail lui disant « Si ça peut vous consoler, sachez qu'on est seul aussi en bas de l'échelle. » Être au sommet ne signifie pas être voué à l'isolement, pas plus que se retrouver à la base. J'ai rencontré des personnes isolées à la base, au sommet et dans des postes intermédiaires. Aujourd'hui, je prends conscience que l'isolement n'a rien à voir avec le poste. C'est une question de personnalité. Aux yeux de beaucoup de personnes, le leader apparaît comme quelqu'un d'isolé au sommet d'une montagne qui observe des gens tout en bas. Il se tient à bonne distance des autres, isolé et solitaire, d'où le dicton « on se sent seul au sommet ». Pour ma part, je crois que cette maxime ne vient pas d'un grand leader. Si vous vous sentez isolé dans un poste de direction, il y a quelque chose qui cloche. Réfléchissez-y un moment. Si vous êtes tout seul, cela signifie personne ne vous suit. Et si personne ne vous suit, vous ne dirigez pas vraiment. Quel genre de leader laisserait tout le monde derrière lui pour entreprendre seul son périple? Un leader égoïste. Emmener les gens au sommet est ce qui fait un bon leader. En effet, un leadership efficace suppose qu'on hisse les gens à un niveau supérieur. Tâche bien difficile si on est trop loin d'eux. Distant, on ne peut alors être sensible à leurs besoins, connaître leurs rêves ou percevoir leurs émotions. Par ailleurs, si les choses ne s'améliorent pour les gens, conséquemment aux efforts déployés par leur leader, c'est la preuve qu'ils ont besoin d'un autre leader. Le sommet, quelques vérités. La question du leadership a pris une telle importance pour moi. J'y ai beaucoup réfléchi au fil des années. Voici un certain nombre de choses que vous devez savoir. Personne n'arrive au sommet par ses seuls efforts. Peu de leaders connaissent le succès sans que quelques personnes aient souhaité les voir réussir. Hélas, aussitôt que certains leaders accèdent au sommet, ils passent leur temps à essayer d'en déloger d'autres. Ils jouent les rois sur la colline parce qu'ils souffrent d'insécurité ou d'un excès de compétitivité. Cette méthode peut faire un temps, mais habituellement, elle ne fonctionne pas longtemps. Si votre objectif est d'abattre les autres, vous mettez trop de temps et d'énergie à surveiller ceux ou celles qui pourraient vous réserver le même traitement. Au lieu de cela, pourquoi ne pas favoriser l'ascension des autres et leur demander de se joindre à vous? Il faut avoir accès au sommet pour pouvoir y entraîner d'autres. Il y a plein de gens dans le monde qui sont disposés à donner leur avis sur des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Ils sont comme les mauvais agents de voyage qui vous vendent un billet très cher et vous disent « J'espère que ce voyage vous plaira ». Puis, vous ne les revoyez plus. Au contraire, les bons leaders sont comme les guides touristiques. Ils connaissent le territoire pour y être déjà allés et ils feront tout pour faire un succès du voyage et le rendre agréable pour tous. La crédibilité d'un leader commence par le succès personnel et se parachève en aidant les autres à connaître le succès à leur tour. Pour gagner cette crédibilité, vous devez sans cesse faire montre de 3 qualités. L'initiative, le sacrifice, la maturité. L'initiative, vous devez passer à l'action pour progresser. Le sacrifice, vous devez renoncer à certaines choses pour progresser. La maturité, vous devez croître en maturité pour progresser. Si vous montrez le chemin, les gens vont désirer vous suivre. Plus vous monterez haut, plus il y aura des personnes désireuses de faire le voyage avec vous. Entraîner les gens vers le sommet, plus gratifiant que d'y arriver seul. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de m'adresser au même auditoire que Jim Whittaker, premier Américain à avoir réussi l'ascension de l'Everest. Au cours du lunch qui a suivi, je lui ai demandé ce qui lui avait donné
le plus de satisfaction comme alpiniste? Sa réponse m'a étonnée. J'ai eu le privilège d'aider plus d'individus à atteindre le sommet du mont Everest que toute autre personne, a-t-il dit. Conduire au sommet des gens qui ne seraient jamais arrivés sans mon aide, voilà ma plus grande réalisation. À l'évidence, une telle façon de penser est commune à tous les grands guides. Au magazine télévisé 60 minutes, j'ai vu il y a des années une entrevue avec un guide qui avait survécu tandis que plusieurs alpinistes avaient perdu la vie dans une tentative d'ascension de l'Everest. L'animateur lui demanda: est-ce que les guides auraient trouvé la mort s'ils n'avaient pas pris d'autres alpinistes en charge vers le sommet? Non, a-t-il dit. Le but de tout guide est précisément de mener les gens au sommet. Pourquoi donc les alpinistes risquent-ils leur vie à la seule fin d'escalader une montagne? A demandé l'animateur. Il est évident que vous ne vous êtes jamais trouvé au-dessus de la montagne, a rétorqué le guide. Je me souviens en avoir déduit alors que les guides de montagne et les leaders avaient beaucoup en commun. Il y a une grande différence entre un patron et un leader. Alors que le patron dit allez-y, le leader dit allons-y. Le but du leadership est d'entraîner les autres au sommet. Rien au monde n'est plus gratifiant que de hisser au sommet des gens qui ne seraient pas arrivés autrement. On ne peut l'expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais fait l'expérience. Quant à ceux qui l'ont fait, on n'a pas à le leur expliquer. La plupart du temps, les leaders ne sont pas au sommet. Rarement stationnaires, les leaders sont constamment en mouvement. S'il leur arrive de descendre la montagne pour dénicher de nouveaux leaders en puissance, en d'autres occasions, tentent de faire l'ascension avec un groupe de personnes. Les meilleurs d'entre eux consacrent beaucoup de leur temps à servir d'autres leaders et à les valoriser. Selon Jules Ormond, un grand leader ne se place jamais au-dessus de ceux dont il a la charge, sauf pour s'acquitter de ses responsabilités. Les bons leaders qui restent connectés à ceux qu'ils dirigent n'hésitent pas de s'abaisser. C'est la seule façon de se mettre au niveau des gens et leur entraîner plus haut. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel de développement comme leader, ne laissez pas l'insécurité, la mesquinerie ou la jalousie vous empêcher d'aller vers les autres. Conseil aux leaders isolés. Si vous vous trouvez trop loin de vos gens par accident ou intentionnellement, vous devez changer d'attitude. En vérité, cela comportera des risques. Vous pourriez blesser les autres et vous blesser vous-même. Si toutefois, vous voulez maximiser votre potentiel de leadership, vous n'avez guère le choix. Voici comment amorcer le processus. 1. Évitez de penser en fonction du poste. Le leadership est une affaire de relation autant que de poste. La personne qui a adopté une approche relationnelle du leadership ne sera jamais isolée puisque le temps passé à établir des relations crée des amitiés avec autrui. Quant aux leaders qui pensent en fonction du poste, ils sont souvent isolés. Chaque fois qu'ils font appel à leur titre ou exigent qu'on demande leur permission, tout en voulant mieux persuader les autres de faire quelque chose, ils sont distancés. Ils leur disent en substance: je suis en haut, vous êtes en bas, faites ce que je vous dis. Les gens se sentent alors diminués, aliénés. Ils se creusent un fossé entre eux et leur leader. Les bons leaders ne déprécient pas les autres. Ils contribuent plutôt à leur développement. Je consacre chaque année beaucoup de temps à l'enseignement du leadership à l'échelle internationale dans plusieurs pays en voie de développement. Le leadership relié au poste qu'on occupe constitue un mode de vie. En effet, les leaders y recherchent le pouvoir et ont tendance à se l'accaparer, si bien que seuls ont le privilège d'être au sommet et les autres n'ont qu'à obéir. Hélas, cette pratique empêche les leaders potentiels de se développer et cause l'isolement de celui qui dirige. Si vous occupez un poste de direction, ne comptez pas sur votre titre
pour convaincre les gens de se conformer à vos directives. Tissez des liens, gagnez les gens à votre cause et vous ne serez jamais un leader isolé. 2. Prenez en compte les inconvénients que comportent succès et échec. Le succès peut se révéler périlleux. Il en va de même de l'échec. Dès le moment où vous vous voyez comme quelqu'un qui réussit, vous commencez à vous distancer des gens que vous percevez comme ne réussissant pas aussi bien que vous. Vous en venez à vous dire « je n'ai pas besoin d'eux » et vous prenez vos distances. Fait ironique, l'échec même a la même distanciation, mais pour d'autres raisons. Si vous vous voyez comme celui qui échoue, vous fuyez les autres en vous disant « je ne veux pas les voir ». Ces deux attitudes extrêmes peuvent entraîner une séparation malsaine avec les autres. 3. Soyez conscient d'avoir affaire à des humains. Les meilleurs leaders savent que diriger des gens exige qu'on les aime. Je n'ai jamais rencontré un bon leader qui ne se souciait pas des personnes qu'il dirigeait. Alors que les leaders inefficaces font montre d'une mauvaise attitude en se disant « j'aime l'humanité », ce sont les gens que je ne peux supporter. Les bons leaders ont compris que les gens ne se soucient guère de votre bagage de connaissances tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez d'eux. Vous devez aimer les gens, sans quoi vous ne pourrez jamais les valoriser. Et si vous versez dans l'indifférence à leur égard, vous êtes peut-être à deux doigts de les manipuler, ce qu'un leader ne doit jamais se permettre. 4. Croyez à la loi de la signifiance. Dans mon livre intitulé « Les 17 lois indispensables du travail en équipe », la loi de la signifiance s'énonce ainsi. 1 est un nombre trop petit pour atteindre la grandeur. Aucun être humain travaillant seul n'a jamais réalisé une œuvre d'une réelle valeur. Je vous mets au défi de m'en citer un seul. Je lance ce défi dans mes conférences depuis plusieurs années sans que personne n'ait encore pu me citer un cas. Soit dit honnêtement, si vous êtes en mesure de réaliser votre idéal de vie et de travailler par vous-même, c'est que vous visez trop bas. Il arrive occasionnellement qu'une personne se présente à moi en disant « j'ai réussi à la force de mes poignets ». Je suis souvent tentée de lui répliquer rapidement « quel dommage, si vous avez tout fait par vous-même, vous n'avez pas fait grand-chose ». Au sein de mon organisation, je n'ai pas employé, j'ai des coéquipiers. Bien sûr, je les paye et leur offre certains avantages, mais ces gens ne travaillent pas pour moi. Ils travaillent avec moi. Nous travaillons ensemble à la réalisation d'une vision. Sans eux, je ne peux réussir. Sans moi, ils ne peuvent réussir. Nous formons une équipe. C'est ensemble que nous atteignons nos objectifs. Nous avons besoin les uns des autres, sinon l'un de nous n'est pas à sa place. Le fait de travailler ensemble à une vision commune peut se révéler une expérience incroyable. Il y a quelques années, lorsque les trois grands ténors Jos Carreras, Plácido Domingo et Luciano Pavarotti ont entrepris de se produire sur le même plateau, un reporter a tenté de savoir s'ils étaient animés par un esprit de compétition, puisque chacun de ces chanteurs était une superstar. Le reporter espérait découvrir une quelconque rivalité entre eux. Mais voilà que Domingo écarta cette hypothèse en ces mots. On doit faire appel toute sa consécration pour ouvrir son cœur à la musique. On ne peut donc être des rivaux lorsqu'on fait de la musique ensemble. Cela fait maintenant des années que je m'efforce à maintenir une telle attitude envers les gens avec qui je travaille. Nous nous concentrons sur ce que nous essayons d'accomplir ensemble et non sur la hiérarchie, la distance professionnelle ou la sauvegarde de pouvoir. Je suis partie de loin dans ma carrière
de leader. À mes débuts, j'acceptais le principe voulant que le pouvoir isole. Mais mon attitude a changé selon une progression que je pourrais décrire à peu près comme suit. On se sent seul au sommet. Si je me sens isolé au sommet, c'est peut-être que je fais erreur quelque part. Venez au sommet, joignez-vous à moi. Hissons-nous ensemble au sommet. Le pouvoir n'isole pas. Aujourd'hui, je n'escalade jamais seul la montagne. Mon travail consiste plutôt à m'assurer que les membres de mon équipe se hissent ensemble au sommet. Certaines personnes que j'invite à m'accompagner me dépassent. Elles montent plus haut que moi. Cela ne me dérange pas. Si j'ai le sentiment d'avoir pu leur tendre la main et les entraîner le long du chemin, j'en retire une grande satisfaction. Parfois, ils me rendent l'appareil et me hissent à leur niveau. De cela aussi, je suis reconnaissant. Si vous êtes un leader et vous vous sentez isolé, il y a quelque chose que vous ne faites pas comme il se doit. Chez un leader, l'isolement est le résultat d'un choix. Je choisis de cheminer avec les gens. J'espère que vous faites de même. Vous vous sentez isolé au sommet, quelque chose ne va pas. Travaux d'application. 1. Vous êtes-vous amélioré dans la science ou l'art du leadership? Certains leaders sont plus à l'aise avec les aspects techniques de la direction, stratégie, planification, finance et ainsi de suite. D'autres sont meilleurs en ce qui touche les aspects humains, contact, communication, élaboration d'une vision, motivation, etc. Lequel de ces domaines constitue votre point fort? Si vous êtes surtout du type technique, ne perdez pas de vue le fait que le leadership est affaire de relations humaines. Prenez donc des initiatives susceptibles d'améliorer votre capacité relationnelle. Appliquez-vous à déambuler lentement dans la corridor de sorte que vous puissiez parler avec les gens et leur connaître mieux. Lisez les livres et suivez des cours sur ce sujet. Demandez à un ami qui est fort en relations humaines de vous donner des trucs et consultez un conseiller. Faites tout ce qu'il faut pour vous améliorer. 2. Pourquoi voulez-vous être au sommet? La plupart des gens désirent tout naturellement améliorer leur vie. Pour plusieurs, cela signifie se hisser dans l'échelle de la carrière de manière à décrocher un poste supérieur. Si votre seule motivation est l'avancement de votre carrière et votre perfectionnement personnel, vous risquez de devenir ce type de leader qui pense en fonction de son poste et joue les rois sur la colline avec ses collègues et ses employés. Prenez le temps d'un examen de conscience pour découvrir comment votre leadership peut et devrait profiter aux autres. 3. Quelle est l'ampleur de votre rêve? Quel est votre rêve? Qu'aimeriez-vous faire de votre vie? Que souhaiteriez-vous réaliser dans votre carrière? Si c'est quelque chose que vous pouvez faire seul, vous passez à côté de votre potentiel de leadership. Tout ce qui vaut d'être fait avec d'autres. Rêvez grand. Que pourriez-vous rêver d'accomplir qui exigerait davantage que ce que vous pouvez faire en vous-même? De quelle sorte de coéquipier auriez-vous besoin pour le réaliser?